on s'en va. Et on appelle notre grand témoin pour la synthèse de cet après-midi. Et Thierry, directeur du Créail Nouvelle-Aquitaine, co-organisateur des journées que vous n'avez pas encore revues. Tiens, si tu veux bien, on va faire de la distanciation sociale, comme ça on peut enlever le masque. Bonjour à tous, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, mais en tout cas on voit que vous êtes nombreux, et ça fait vraiment très plaisir de pouvoir enfin organiser ces fameuses journées nationales. Alors Robert Laforce, c'est un vieux complice de notre secteur, même si il n'a jamais travaillé directement dans nos institutions, pour autant il a toujours travaillé en lien, soit avec nous, les Créailles, c'est un complice de longue date des Créailles et qu'on n'hésite pas à le mobiliser quand on en a besoin, mais également, je sais qu'il est membre du conseil scientifique de l'UNIOPS et d'un certain nombre d'institutions dans lesquelles il ne fait pas que observer les choses, mais il est également un acteur, parfois, de ces changements, finalement. Donc, Robert, qu'est-ce que tu as retenu là, de cette première demi-journée d'échange dans le cadre de nos journées? Bien, ça marche, oui. Bien, d'abord, merci de m'avoir invité à participer à ces 4 demi-journées. Voilà, j'espère y apporter quelque chose. En tout cas, je suis certain d'apprendre beaucoup, comme toujours, en écoutant les interventions. Alors, cette première prise de parole, puisqu'il y en aura une autre vendredi, je crois, cette première prise de parole, je l'ai située un petit peu en considérant qu'on est dans une après-midi un peu d'ouverture des problèmes qui vont être abordés dans la suite, et c'est un peu comme ça que je voudrais me situer. Et à cet égard, je crois que finalement, en reprenant la première intervention de M. Veil-Dubuc, puis les 2 autres interventions qui ont suivi, notamment la table ronde qui vient de se dérouler, on peut dire en gros que ce qui va sous-tendre les débats pendant les 4 demi-journées, ce sera d'une part des débats sur l'inclusion, la notion d'inclusion, et puis d'autre part des débats quant à savoir en quoi cette notion impacte, modifie, transforme les pratiques, ce qu'on a d'ailleurs vu développer à l'instant dans la table ronde, où on n'a fait que traiter de la question de savoir comment on passait à des dispositifs, etc., etc. Alors je vais reprendre ces 2 points rapidement pour vous dire, en précisant que moi je donne un point de vue évidemment extrêmement arbitraire. Je ne délivre aucune vérité, donc un point de vue arbitraire. Alors tout d'abord sur la notion, bien évidemment j'ai été, comme je pense beaucoup d'entre vous, très intéressé par les propos de M. Veil-Dubuc, parce qu'il a abordé la question de fond. Au fond, l'inclusion, qu'est-ce que c'est? Alors je crois qu'il a soulevé 2 types de réponses à la question qu'il avait posée. D'abord, il l'a interrogé comme une notion, en se posant même la question de savoir si ce n'était pas un concept. Et puis ensuite, il a évoqué quels en étaient les fondements, d'où ça venait. Alors je vais reprendre les 2 points. La notion d'inclusion, tout d'abord, je trouve que ce qui est assez intéressant, justement, en réfléchissant sur un concept et partant de l'idée ou de la question est-ce qu'il y a une définition de l'inclusion, c'est qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est une notion assez floue et je crois qu'on l'a bien compris, qui fait problème parce qu'elle a la particularité de sembler faire consensus. Tout le monde est pour l'inclusion, pour la bonne raison que c'est absolument impossible d'être contre. Quelqu'un qui serait contre l'inclusion serait quelqu'un qui volontairement se mettrait tout à fait à rebours des idées communes, de la représentation qu'on se fait des catégories de personnes qu'on appelle exclues, discriminées, etc. D'ailleurs, les idées même d'exclusion, de discrimination sont assez contemporaines avec l'apparition de l'idée d'inclusion. Autrefois, on nommait différemment
les mêmes personnes. On ne les considérait pas comme exclus. Donc je crois que c'était intéressant de le dire. Le piège, c'est le côté consensuel et fondamentalement bienveillant, finalement, de l'inclusion, qui nous met dans une position, je dirais, d'altruisme, d'attention à nos semblables, etc. Et puis le fait qu'en réalité, il y a des dissensus sur cette notion et qu'elle pose un certain nombre de problèmes. Et alors, les problèmes, c'est de quoi s'agit-il? Je pense qu'elle ouvre et elle dénote, elle est le symptôme, si vous voulez, de l'introduction d'un nouveau paradigme pour penser la société et pour penser l'action sociale qui, évidemment, fait partie de la société. Ce nouveau paradigme, M. Veil-Dubuc nous l'a dit, c'est un recodage de l'égalité des chances, dans la mesure où cette égalité des chances est un principe très ancien, mais qui était tout à fait conforme, il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, à ce que la représentante, qui l'a cité d'ailleurs, à ce que la représentante de l'application de l'ONU pour l'application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ce que cette personne nous a expliqué comme étant absolument détestable. Alors voilà que ce que nous avons mis en place il y a 50 ans devient d'un seul coup absolument détestable. Il ne faut absolument plus faire tout ça. Donc je crois que c'est un nouveau paradigme, recodage de l'égalité des chances. Et alors de quoi s'agit-il? Il y a une transformation des rapports entre les individus et la collectivité. Et je crois que autrement dit, nous sommes dans une société d'individus. J'appellerais ça peut-être le troisième âge de la démocratie, avec tous ses côtés positifs. Les individus sont reconnus dans leurs droits, ce sont des êtres de droit, même dont la substance ontologique est d'avoir des droits, ce qui n'était pas le cas antérieurement non plus. Donc cette modification de la vision des individus modifie fortement les rapports avec le collectif. Alors, on a vu dans les propos qui ont été échangés, notamment au moment des questions, je pense par exemple à la question sur le point de savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'une personne qu'on veut insérer dans le travail et qui ne veut pas travailler. Évidemment, je dirais de cet exemple, on peut plutôt le considérer comme une illustration d'une problématique fondamentale. C'est-à-dire que se pencher vers les individus et vouloir satisfaire leurs droits n'a pas comme conséquence de faire disparaître le collectif et les exigences du collectif. Je dirais même que c'est l'inverse. Plus on veut autonomiser les gens dans la société, ce qui est une ambition tout à fait louable, et c'est notre ambition dans ce que j'appelle le nouveau paradigme dans lequel nous vivons, c'est paradoxalement, plus on autonomise les individus, plus les étayages collectifs pour y parvenir sont nécessaires. Car finalement, une partie très importante de notre vie collective consiste à nous produire les uns les autres comme individus. Le grand danger de ce modèle et toute sa difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas créer une société absurde dans laquelle les individus produits par la société auraient le sentiment qu'ils ne doivent rien à la société qui les a produits. Nous serions là à un grave problème que nous affrontons d'ailleurs. Déjà, on le sent. Donc, rééquilibrer, repenser les rapports entre l'individu et la société, c'est ce à quoi nous sommes aujourd'hui convoqués, d'une certaine façon. Et je pense que l'idée d'inclusion dans l'action sociale, et M. Veil-Dubuc, vous voyez, a dit beaucoup de choses, il a dit aussi... ça nous rappelle qu'on ne peut plus classer d'un côté des exclus et des inclus. Autrement dit, tout le monde est à la fois, disait-il, à la fois inclus et exclu. Tout le monde doit requérir la collectivité pour se produire comme individu, et la collectivité doit répondre à cette demande, mais naturellement, il faut que l'articulation entre les deux pôles, individu et collectif, soit féconde. Il n'y a pas d'un côté les individus qu'on fabrique en déversant je ne sais pas trop quoi, et en satisfaisant des besoins. D'ailleurs, on pourrait se demander d'où ils viennent. S'ils ne viennent pas de la société, d'où viendraient-ils? Donc il ne s'agit pas de remplir des individus de prestations satisfaisant des besoins qu'ils auraient eux-mêmes inventés.
Il s'agit de les aider à se situer comme membres d'une collectivité, à nouveau frais, et pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement évidemment pour les populations justement qu'on appelle exclues, ce qui se passe évidemment, c'est que cette exclusion est le résultat du fait que se construire comme individu, c'est difficile et ça peut conduire à des échecs. Et ces échecs produisent des catastrophes pour les individus qui n'y parviennent pas. Et d'une certaine façon, l'action sociale a pour fonction de trouver des moyens d'aider les individus à se construire comme individus. Mais pas à distance, évidemment, du collectif et de la vie sociale. Donc je crois que on a ouvert les 4 demi-journées par véritablement quelque chose d'absolument fondamental. L'inclusion, problème de l'action sociale, plus uniquement d'ailleurs, on l'a vu dans la table ronde, puisqu'elle concerne des institutions qui justement dans le modèle antérieur n'étaient pas concernées par l'action sociale. L'inclusion, en quelque sorte, c'est un problème collectif fondamental des sociétés d'individualisation, c'est-à-dire il ne s'agit plus de s'individuer, comme dans les vieilles sociétés, mais il faut s'individualiser, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc voilà la première série de remarques, et je pense que dans les demi-journées, il ne faudrait pas oublier, dans les débats qu'on peut avoir, ces dimensions-là. Alors la deuxième chose, c'est que pratiquer l'inclusion, c'est un chantier probablement assez difficile. Alors difficile pourquoi ? Bien parce que au fond, on change de modèle institutionnel. L'action sociale, après 1945-1950, s'est construite justement selon des principes qui ne doivent plus avoir cours aujourd'hui. Ces principes, c'était les cloisonnements sectoriels qui ont identifié l'action sociale et qui l'ont distinguée du sanitaire, de l'éducation, du travail ou de l'emploi, etc., etc. Donc on a eu une construction sectorielle autonomisant un certain nombre d'activités, et à l'intérieur de ces activités, on a construit des systèmes de cloisonnement catégoriel, politique du handicap, politique des personnes âgées, politique de lutte contre la pauvreté, et à l'intérieur de ces sous-segments, on a aussi cloisonné à l'envi toutes les catégories, et le champ du handicap, d'ailleurs, est un des champs qui a le plus été cloisonné intérieurement. Donc ce modèle, il reposait sur un système, au fond, d'égalité des chances, mais l'égalité des chances consistait à ce que les personnes qu'on jugeait en difficulté pour tenir les normes sociales de droit commun faisaient l'objet d'une prise en charge spécialisée dans des institutions spécialisées. Or, ce n'est plus possible, l'inclusion nous dit le contraire. Donc il faut réinventer, dans le cadre de ce nouveau paradigme, il faut inventer un nouveau modèle d'action sociale. Et alors un modèle institutionnel, ce qu'on appelle un modèle institutionnel. Et un modèle institutionnel comporte toujours 2 dimensions qu'il faut toujours bien faire tenir pour poursuivre la réflexion correctement. Il y a une dimension, justement, c'est la question de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a une dimension que j'appelle cognitive, c'est-à-dire il faut des représentations relativement stabilisées pour que les gens qui travaillent dans un système institutionnel convergent, avec des écarts naturellement, parce que les gens sont différents, etc., mais convergent vers quelque chose qui les réunit et qui leur permet de donner un sens relativement cohérent et commun à leur travail et à leurs activités. Qu'on se situe au niveau d'une association, d'un établissement, au niveau d'un département ou d'une région qui gère le système, ou au niveau de l'État. À tous ces niveaux, vous avez une construction cognitive de représentation, de valeurs, de principes, etc. Je crois que pour ce qui est de l'inclusion, il faut approfondir tout ça. Il faut lui donner une densité plus forte que le seul fait de dire c'est bien l'inclusion, on n'a qu'à travailler pour l'inclusion, tout le monde est d'accord, c'est très bien, etc. Donc je pense que c'est le premier point. Puis dans tout système institutionnel, ce qu'on a vu dans la table ronde, vous avez ce que j'appelle le niveau organique, c'est-à-dire les organisations, les règles, les normes, les structures professionnelles, les professions, etc., etc. Et là, nous sommes aussi, on l'a vu tout à l'heure,
en recherche d'un nouveau dispositif organisationnel. Et je pense pendant ces 2 journées, ou 3 journées, 4 demi-journées en réalité, on va tourner autour de ces deux grandes questions. Le cognitif, qu'est-ce que ça veut dire inclure? Et l'organique, comment peut-on s'organiser pour le faire? Et les deux, évidemment, sont d'un rapport dialectique. Ça va ensemble. Ça se construit de façon conjointe. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Robert. Juste, pour finir, vous inquiétez pas, mais alors effectivement, dans la société que tu nous présentes et que tout le monde retrouve aujourd'hui, de cette société des individus, de l'individualisme, Ehrenberg parlait même parler de fatigue d'être soi. Comment introduire ce nouveau concept en vogue également aujourd'hui, qui a été évoqué plusieurs fois, qui est le principe d'autodétermination, de soutien à l'autodétermination? En quoi ça vient transformer, là encore, le travail social dès le moment où il va falloir jouer avec cette dimension forte du soutien à l'autodétermination et donc de l'individualisme aussi peut-être de chaque personne qu'on va accompagner? Alors je dirais d'abord, j'ai du mal à parler vraiment d'individualisme parce qu'on a un relent de critique. L'individualisme, c'est les individus enfermés, etc. Nous assistons exactement à l'inverse. Jamais les individus d'une société n'ont été aussi branchés à de multiples niveaux, ont eu autant d'opportunités pour entrer en contact avec leurs semblables, pour faire des tas de choses, se balader aux 4 coins du monde. Alors, je veux bien, l'individualisme comme repli, c'est absolument faux. Le problème, c'est construire des individus avec un cadre social qui leur permette de construire leur autonomie, car l'autonomie ne consiste pas évidemment à se planer dans une stratosphère dans laquelle on obéit à ses désirs. Enfin, je dis là des choses extrêmement banales, parce que les philosophes grecs l'avaient déjà expliqué, la liberté n'est pas la licence. C'est-à-dire, on n'est pas autonome comme ça, en le décrétant et en tirant la conclusion que puisqu'on est autonome, on peut faire n'importe quoi, ce qui n'aurait d'ailleurs pas de sens. Parce que même ceux qui contestent l'ordre social et qui veulent faire des choses tout à fait à côté de la société ne le font que par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Donc ça n'existe pas. Il faut, je crois, la quête dans laquelle nous sommes, et l'action sociale l'est, c'est repenser les institutions, c'est redonner une vitalité aux institutions. C'est-à-dire, une institution, c'est une construction collective qui a besoin de l'énergie des individus qui la composent, de leur créativité, de leur capacité d'action pour exister et se développer, d'un côté, et de l'autre côté, ces mêmes individus, pour être des individus autonomes, ont besoin de l'institution. Donc, il y a un rapport dialectique entre l'individu et l'institution. Et je pense que si on parle d'individualisme, c'est plutôt... on pourrait peut-être appliquer cette qualification à ce constat que nous sommes dans des sociétés, je le disais tout à l'heure, curieuses, qui ne sont pas viables, évidemment, si on les pousse à l'extrême, où, pour la première fois dans l'histoire des hommes, il y aurait une société qui fabriquerait des individus qui ignorent qu'ils doivent tout à la société qui les a fabriqués. Ça serait quand même quelque chose d'assez étonnant. Et, disons-le tout net, c'est absolument impensable. Impensable. Et c'est une aporie, ça ne peut pas du tout fonctionner, ça n'a aucun sens. Donc retrouvons dans l'action sociale la dialectique fructueuse et nécessaire. Je ne suis un individu que si le collectif m'aide à l'être et m'en fournit les moyens, me donne l'espace pour me construire comme tel, et le collectif n'est un collectif viable dans la société où nous sommes aujourd'hui, plus démocratique qu'elle ne l'était par le passé. Nous ne sommes des individus consistants que si nous reconnaissons notre dette au collectif et si nous y apportons notre pierre. Voilà. Merci beaucoup. On va